Ouais, surtout que c'est la philosophie originelle du karaté. Absolument. Gishin Funakoshi s'est formé avec plusieurs maîtres et la plupart des maîtres d'Okinawa se sont eux-mêmes formés avec plusieurs maîtres. Absolument. Et le karaté dit traditionnel, théoriquement, ça devrait C'est du karaté être... mixte. Voilà. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste Shiki Bujea. Bonjour. Qui est le président fondateur d'une association qui s'appelle Shinkyokai, Absolument. Dont on va parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter pour les auditeurs ? Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Shiki Bujea, 42 ans. Je suis un grand passionné d'arts martiaux et de longue date, fasciné par l'histoire du Japon notamment. Et je pratique depuis un petit quart de siècle maintenant, avec une spécialité qui est le karaté. Mais mon parcours martial, pour des raisons variées, m'a amené à découvrir, à toucher du doigt d'autres disciplines qui ont forcément nourri mon approche du karaté et qui ont abouti à la création du Shinkyokai. Ok. Et Shinkyokai est donc une association que tu as créée à Aix-en-Provence. Absolument. Et qui regroupe combien de pratiquants d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, on doit être 150, peut-être même un peu plus, en sachant que Shinkyokai est une association d'associations, que le chiffre que je te donne est celui de l'année dernière, mais que nous sommes là actuellement rejoints par d'autres clubs et que nos effectifs vont grossir. Donc je pense que nous serons un peu plus de 200 cette année. Le cœur, le siège est Aix-en-Provence, mais là nous avons du coup des relais sur Pau dans le sud-ouest. Nous commençons à en avoir aussi en Ardèche et sur la partie un peu plus centrale de notre territoire. Alors, est-ce que tu regroupes les déçus des fédérations classiques ou parce que c'est un système qui fait penser au système fédéral ? Oui. Est-ce Absolument. que tu regroupes les déçus, les expatriés ? Oui, alors il y a un peu de ça, même si ce n'est pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'est vraiment de permettre à des pratiquants passionnés qui sont axés à la fois sur la démarche de combat, la recherche technique et la dimension philosophique, culturelle, de pouvoir travailler ensemble, et notamment dans le cadre de stages interdisciplinaires. Force est de constater que ce n'est pas forcément ce que proposent les fédérations. L'aspect culturel, la dimension philosophique sont d'ailleurs généralement l'angle mort des fédérations délégataires ou même affinitaires. Par ailleurs, on voit que les choses actuellement sont, disons, un peu mouvementées et que ça amène parfois les pratiquants à se demander comment pratiquer dans un cadre serein, dans un cadre sain et en transcendant un petit peu les différentes disciplines. Par exemple, dans Shinkyokai, nous avons bien entendu du karaté, mais nous avons aussi du kung-fu. Alors, effectivement, le kung-fu, on va le retrouver dans la fédération de karaté, mais nous avons aussi du taiki-budo, qui est une forme de jujitsu. Nous avons... alors, je dis ça de façon générique, c'est une approche aussi yosekan du jujitsu. Nous avons de l'aïkido. Et donc, on voit bien que nous touchons des disciplines qui se retrouvent initialement dans des organisations différentes. Ouais. Et là, nous avons la possibilité de travailler ensemble. Et dans Shinkyokai, tu as surtout Shinkyo Budo, qui est un système de karaté. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que c'est un style à part entière, une école ? Comment tu... Alors, c'est un petit peu des deux. Alors, le terme d'école peut être polysémique parce que par école, on entend le bâtiment, on entend l'association, le kai d'ailleurs, et on entend le style. Et vraiment, Shinkyo Budo, ça a été initialement, c'est mon dojo, c'est l'association, la première association que j'ai créée liée aux arts martiaux, qui fêtera, alors pas cette saison, mais la prochaine, c'est 15 ans. Et donc, c'est une école de karaté. C'est aujourd'hui la plus grosse école de karaté à Aix. C'est à partir de Shinkyo Budo que Shinkyo Kai est né. La différence, c'est qu'effectivement, Shinkyo Budo initialement a été centré sur la pratique du karaté. Et que notre approche étant
disons, singulière, parce que pas exclusivement centrée sur un karaté académique, et on pourra développer, a intéressé d'autres personnes, d'autres disciplines, mais qui voulaient pas rentrer dans une école de karaté, d'où aussi la création de Shinkyo Kai. Mais Shinkyo Budo, c'est vraiment l'école initialement de karaté à partir de laquelle j'ai développé une approche qui a été enrichie aussi de la venue de pratiquants qui étaient originaires d'autres disciplines martiales. On a des gens qui viennent du Kyokushinkai, mais d'autres aussi qui ont fait du Jiu-Jitsu, du judo. On a été quelques-uns à s'intéresser au Tai Chi. Donc forcément, c'est un karaté mixte en quelque sorte. Oui, j'aime bien cette idée de karaté mixte dans le sens où on envisage l'art martial dans toutes ses dimensions, et l'idée que le combat c'est pas forcément pied-point et sur une distance linéaire. Et c'est quand même malheureusement beaucoup comme ça que le karaté est enseigné depuis quelques décennies. Tu es donc professeur de karaté. Oui. Tu as dans Shinkyo Kai donc des professeurs issus de divers arts martiaux. Absolument. Et tu organises bientôt leur formation. Absolument. Comment t'es venue cette idée que de former les professeurs? Dis-moi tout. Alors, pour moi, l'angle mort des organisations officielles, c'est justement la formation des enseignants. On se retrouve théoriquement sur le papier avec une échelle de diplôme qui va de l'enseignant bénévole à l'enseignant professionnel et qui paraît fonctionner avec une démarche, une charte qualité. Ah, le mot important dans cette phrase est « paraît ». Exactement, c'est pareil. Force est de constater que malheureusement, le constat est plus sévère, objectivement parlant. On ne peut pas sérieusement, on ne peut pas former un instructeur en 2 jours. Ce qui est généralement le cas sur un DIF, un diplôme d'instructeur fédéral. Et quelle que soit d'ailleurs la qualité du formateur ou la bonne volonté qu'on peut voir dans certaines écoles des cadres. Alors je te préviens, aujourd'hui je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Alors tu vas souffrir. Écoute, il n'y a pas de souci, je vais me prêter au jeu. Moi j'ai été à une époque dans l'équipe de formation des cadres du départemental 13 de la FFK. J'avais été sollicité par un grand formateur, Robert Dimeo, et bon, la Fédé, ou en tout cas le comité a jugé bon de ne plus me solliciter, parce qu'il paraît que c'est très hors Fédé de pouvoir pratiquer au Japon et de communiquer sur le fait qu'on est au Japon, qu'on se forme aussi avec des Japonais, qu'on a des grades japonais. Moi, je ne suis pas sectaire, donc je pars du principe que les gens vont où ils veulent, et tu peux être dans une maison tout en regardant une autre et sans pour autant... Ouais, surtout que c'est la philosophie originelle du karaté. Absolument. Gishin Funakoshi s'est formé avec plusieurs maîtres. Et la plupart des maîtres d'Okinawa se sont eux-mêmes formés avec plusieurs maîtres. Absolument. Et le karaté dit traditionnel, théoriquement, ça devrait... C'est du karaté mixte. Voilà. Je suis heureux de te l'entendre dire. Parce qu'on prend qui? On prend Kenwa Mabuni. Il s'est formé avec Kanryo Igaona et Anko Itosu principalement, mais il en a connu d'autres. Gishin Funakoshi, j'ai dit. Motobu Shoki, pareil, il est allé voir pratiquement tout le monde. Bon, lui, il a pas suivi trop les katas, mais c'était plutôt le combat. C'est un combattant. Ouais. Anko Itosu lui-même, il s'est formé avec Maître Matsumura et d'autres. La plupart, ils ont eu plusieurs profs. Ils ont fait en fait ce qu'on fait de nos jours, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur île d'Okinawa. Ils ont essayé d'apprendre le plus possible. Et comme ils avaient d'une ville à l'autre, de Naha, de Shuri, de Tomari, etc., plusieurs professeurs, plusieurs systèmes d'enseignement qui étaient proches, mais qui n'étaient pas tout à fait similaires, ils ont appris et ils ont fait un mix de tout ça, ils ont fait leur sauce, quoi. C'est une démarche pragmatique et également philosophique. Théoriquement, d'ailleurs, quand tu formes un combattant ou quand tu formes un sage, et la frontière entre les deux est parfois mince, l'idée c'est d'avoir, pour citer parfois Musashi, épaisse, parfois trop épaisse, mais l'idée, comme l'écrivait Musashi, c'est d'avoir l'esprit vaste et ample. Ouais. Et il faut arriver à se diversifier sans se disperser et à s'enraciner sans s'enfermer. Et pour moi, c'est un peu l'objectif d'ailleurs, c'est une des deux. Oui, c'est exactement ce que disait Musashi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir dogmatique avec les arts martiaux. Il faut prendre ce qui est bon, c'est aussi ce que disait Bruce Lee d'ailleurs, prendre ce qui est bon et jeter ce qui n'est pas nécessaire. Absolument. Et d'une personne à l'autre, d'ailleurs, on ne prendra pas forcément les mêmes trucs, parce que même en karaté, entre le Shorei Ryu et le Shorin Ryu, il y avait les mecs petits et trapus qui faisaient une sorte de karaté un peu à la dure, et il y avait les mecs grands et allongés qui faisaient une karaté plutôt fluide, voilà. Alors qu'ils vivaient sur le même bloc de
taire, quoi. Mais ça, c'est un point important que tu soulèves et qui, pour moi, n'est pas suffisamment mis en avant dans la formation des enseignants, qui tourne beaucoup autour de les obligations fédérales, les statuts des associations. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Aujourd'hui, un enseignant, c'est aussi un responsable associatif et il y a un cadre légal et bien entendu, il faut arriver à fonctionner avec ce cadre. Mais un enseignant, c'est un professeur, c'est pas d'abord un administrateur. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte, notamment quand tu as évoqué le mot, les katas, alors forme moule. D'ailleurs, je pense qu'en fonction du kanji que tu choisis et de l'interprétation que tu en fais, t'es pas. Alors déjà, il faudrait qu'ils sachent qu'il y ait plusieurs interprétations et plusieurs kanji, mais bon, partons du principe que oui. je suis optimiste ou un pessimiste jovial, je ne sais plus trop, mais on ne peut évidemment pas, en fonction de son morphotype, je prends vraiment une donnée basique, exécuter ou pratiquer ou exprimer le même kata de la même façon. Et c'est pas dramatique. Maître Funakoshi lui-même écrivait qu'en fonction des experts, il était normal que les katas changent. Parce qu'à Okinawa, la tradition, c'est précisément de faire évoluer la tradition. Et ça paraît aberrant, parce que les katas, ils sont pas sacro-saints pour les maîtres d'Okinawa. Ça paraît pour eux aberrant de pratiquer les katas exactement comme le gars qui nous les a montrés. Bien sûr. C'est complètement con, en réalité, quand on y réfléchit. C'est du mimétisme. Mais la propagande, ça marche. S'il y a un truc que j'ai retenu en histoire, sur toutes mes années d'histoire à la fac, c'est que la propagande, ça marche. Et quand tu as des senpai, c'est même pas des sensei ou des kyoshi ou des hanchi, des senpai qui enseignent dans les universités, et qui veulent assouvir leur autorité sur les autres, parce que c'est ça qui s'est passé Absolument. dans le karaté universitaire au Japon, et qui du coup répètent les fondamentaux, parce qu'ils connaissent que ça en réalité, et ils vont dire aux autres, non, mais tu fais comme je fais, un point c'est tout, la méthode c'est moi. Et du coup, tu te retrouves avec des scissions dans le Shotokan, ou dans tous les autres arts martiaux, mais des scissions qui sont liées à l'ego. La tradition, normalement, c'est de faire évoluer la tradition. La tradition est quelque chose d'évolutif, c'est pas un dogme. Après, je peux comprendre aussi que, évidemment, le gars qui arrive et qui, au bout de 2 cours, te dit, bon, écoute, je vais poser mes couilles sur la table et je vais tout changer. Tu lui dis, écoute, calmos, on va attendre 1 an ou 2 avant de commencer à faire des conneries. Certes, il y a un équilibre à trouver. Voilà. Mais en Chine, ils ont quand même gardé ce truc de... C'est pas comme au Japon, parce que à part le wushu, qui est, on va dire, un art martial gymnique, qui est donc étatique, à part ça, ils ont gardé ce système une école égale un nom. Donc le mec donne son nom à l'école. Son école. Il y avait pas ou peu de style jusque dans les années 60. Avant ça, il y avait Jingu, qui marchait un peu, parce que c'était la première association qui est liée à Huawanja, je sais pas si tu connais. Oui. Et c'est le maître du personnage de Bruce Lee dans La Fureur de Nain. Voilà, exactement. Donc le maître meurt et voilà, il revient pour venger le maître Shenzhen, qui a joué Donnie Yen d'ailleurs dans un autre film. Bon bref. Et tout ça pour dire que en Chine, la tradition, c'est justement de donner ton nom à l'école, de manière à ce que tout le monde sache tout de suite que tu apprends le style de tel maître. C'est un héritage familial. Voilà. Au Japon, ça a été comme ça dans une certaine mesure jusqu'à un certain moment où après-guerre, il a fallu faire du fric parce qu'ils étaient dans une dèche monumentale. Et donc là, il a fallu vendre des trucs aux Américains qui étaient avides d'exotisme, et aux Occidentaux en général d'ailleurs, pas que aux Américains. Donc là, oui, effectivement, ils ont créé des styles standardisés à la McDonald's avec des VRP qui... Voilà, mais ça tue un peu l'art dans l'œuf. Je pense que ça le tue complètement. Alors, il y a quand même une donnée aussi dans l'esprit japonais qui est cette pyramide féodale, avec le shogun. Oui, j'ai lu ton bouquin. Ah, très bien, merci. Tu pourras me faire un retour critique. Et donc ça, je pense que c'est quand même un élément qui est très marqué, qu'on voit, disons, moins dans les arts martiaux chinois, même si le shifu reste le shifu. Mais la personnalité du shifu est différente. Oui. Parce que lui n'enseigne pas. C'est l'élève le plus avancé qui enseigne et le maître, lui, assiste à la leçon. Oui, il y a une forme de délégation qu'on voit moins dans les disciplines japonaises. Et c'est vrai que j'ai un fonctionnement, si ce n'est les rituels, le salut, etc., j'ai un fonctionnement qui est quand même très à la chinoise. D'ailleurs, les gens trouvent que mon approche de l'art martial et ma façon de travailler s'apparente plus aux arts martiaux chinois qu'au karaté à proprement parler, ce qui m'a valu un certain nombre de problèmes, mais c'est accessoire. Et ça vient aussi du fait que
j'ai un peu touché du doigt ces choses-là et j'ai beaucoup d'amis qui font des arts martiaux chinois. Et je vois bien que leur philosophie n'est pas la même. Leur approche, leur démarche n'est pas la même. Et je pense que Maître Funakoshi, qui venait d'Okinawa, et bien qu'ayant été un fervent défenseur du Japon central, du karaté, comme devant intégrer la famille des arts martiaux japonais, était quand même marqué par cet état d'esprit, je vais mettre des gros guillemets, chinois, dans le sens où lui-même disait, il écrivait dans son autobiographie, qu'il contestait être le chef de file du Shotokan et karaté éteint. Oui. Et dans ce karaté éteint, il y a quand même, il y a une forme d'unification qui n'empêche pas pour autant d'avoir l'esprit curieux et de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs et de ce qui va nourrir ta pratique. Oui, effectivement. Mais Funakoshi, il a dû s'insérer dans le moule, justement, quand il est arrivé au Japon métropolitain. Et il a formé des élèves, il a formé des futurs disciples. Mais comme il n'y avait plus de dojo central, il formait surtout dans les... Bon, il y avait toujours le Shotokan, évidemment, mais il formait surtout dans les universités. Donc après, chacun est devenu le chef de file des grandes universités japonaises. Et l'enseignement en a pâti beaucoup, j'ai l'impression. Bon, ça a marché pour diffuser le karaté. Après, le système d'enseignement a changé. Funakoshi lui-même, il avait des assistants quand il est arrivé au Japon. Alors, il les a pas ramenés. Voilà, Gima Makoto. Hironori Otsuka a été son assistant pendant longtemps. Donc, il avait justement cette façon de faire un peu à la chinoise où il enseignait pas tout à fait lui-même. Il formait un disciple qui lui-même après enseignait. Bon, c'était l'ancienne méthode. On va dire que c'est passé de mode. Alors, elle est passée de mode, mais moi, je fonctionne énormément comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, justement, la tradition est vivante et ça permet d'entretenir la vitalité d'une école. Ça permet aussi d'asseoir la légitimité des assistants qui deviennent à leur tour des instructeurs. Ça permet à l'instructeur de déléguer, donc de voir comment son message passe, tout en continuant à s'entraîner lui-même. Donc, évidemment... Oh là, alors là, l'optimisme est à son comble. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais tu as raison. Tu as aussi beaucoup de gens qui restent comme ça, qui regardent. C'est pas ma façon de voir les choses, mais théoriquement, en tout cas, bien que l'on puisse trouver des défauts ou des travers à toute méthode, celle-ci présente ces avantages-là. Et je pense que, alors pour le coup, dans la façon dont les formations fédérales sont pensées, on pourrait retrouver un petit peu de ça, c'est-à-dire avec un instructeur fédéral, un assistant ou un animateur de ci, de ça, quelqu'un au-dessus. Bon, c'est moi finalement qui fais l'avocat du diable. Maintenant, je pense que d'abord, ça se vérifie pas réellement sur le terrain et qu'on en revient aux angles morts généralement des formations d'enseignants qui prennent pas en compte un certain nombre d'éléments qui me semblent fondamentaux. On en a déjà parlé, mais les questions de psychologie. En fait, on n'enseigne pas avec des tout petits comme on enseigne avec des adultes. Et quand on est dans un cours tout niveau, ce qui est l'immense majorité des situations dans les écoles ou dans les clubs aujourd'hui, l'idée de te dire que tu vas fonctionner comme dans une université japonaise dans les années 30 où tu as 50 personnes en face de toi et tu leur fais faire bêtement du kion et tous le même et sans forcément avoir cette idée que... Ça marche pour les 2 premières sessions. Si tu fais 2 entraînements comme ça au début, ça va. Mais tu peux pas faire une année complète. Nous sommes d'accord. Et puis, quand bien même tu donnes les mêmes exercices à faire à tes élèves de niveaux différents, théoriquement, l'enseignant est censé les amener à comprendre que la façon dont on va travailler une ceinture blanche n'est pas la façon dont on va travailler une ceinture noire. Et puis, qu'est-ce qui différencie un premier dan d'un troisième dan, par exemple ? Parfois, quand je regarde les programmes officiels, j'ai la sensation que on a légèrement fait évoluer un exercice et qu'on a demandé au candidat de, entre guillemets, connaître plus de kata. Il me semble qu'il y a des choses qui sont plus subtiles. Et d'ailleurs, dans cette façon de systématiser les choses, il y a déjà des travers. Exemple, le Gohan Kumite, le Kyon Ippon Kumite ou l'Ippon Kumite. Quand tu regardes un programme fédéral, on va te dire l'Ippon Kumite, c'est pour le 2e dan, et c'est le moment où tu commences à travailler en esquive et en ouverture, à ouvrir. Donc si on s'en tient bêtement à la logique fédérale, alors j'imagine qu'il y a d'autres idées derrière, mais ça veut dire que quelqu'un n'envisage pas le combat et la contre-attaque en esquive
et en anticipation avant de se préparer à un deuxième dan. Ouais, donc avant 7 ans de karaté en gros. Ouais. Voilà. C'est ridicule. C'est absurde. Bon, je vais me faire l'avocat du diable. Il est possible, je dis bien possible, c'est le mot important dans cette phrase, que ces directives aient été écrites parce qu'il faut écrire des directives et que dans la pratique, on voit tout de suite le niveau du gars. C'est possible. Maintenant, je pars du principe que figer les choses de cette manière amène nécessairement des travers. Quand tu discutes avec quelqu'un qui fait des arts martiaux chinois, jamais il n'envisagera les choses de cette manière-là. Oui. Mais alors, ils ont le travers inverse. Dans les arts martiaux japonais, c'est trop rigide. Dans les arts martiaux chinois, c'est trop... Surtout quand ils commencent à parler de chi, moi... C'est vrai que dès que tu commences à rentrer dans l'interne et où on est dans une forme d'ésotérisme pour occidentaux, en mal de mysticisme, effectivement, là, moi aussi, je vais avoir des blocages. Mais je pense qu'on peut amener on peut poser de la structure sans enfermer les gens dans des travers. Je donne des exemples très concrets. Le Kiron, par exemple. Dans beaucoup de clubs, le Kiron, c'est l'alpha et l'oméga du karaté. Ouais. Bon. C'est une... Alors moins quand même, parce que maintenant, avec la pratique des très jeunes, ils font un peu moins. Oui, c'est vrai. Mais il y a un autre travers, ces très jeunes sont amenés vers une forme d'opposition et de combat... ludique. Très ludique. Ludique. Et qui est très très loin de ce qu'on peut trouver intéressant en full contact, en MMA ou même en boxe. Oui, parce que n'ayant rien foutu pendant 50 ans, ils ont fait du Kihon pendant 50 ans ultra rigide. Et puis un jour, ils se sont réveillés en se disant « Merde, on a des enfants de 6 ans, il faut faire un programme, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, ils sont partis de zéro. Au lieu d'évoluer petit à petit pendant 50 ans, comme a fait la boxe française, qui est repartie après la Seconde Guerre mondiale aussi, et peu de pédagogie. Mais ils auraient pu faire comme le full contact. Petit à petit, le full contact a évolué. La boxe thaï, pareil, a évolué aussi. Bien sûr. Le karaté... Le karaté a du mal à évoluer. Et dans les programmes fédéraux, effectivement, on met des exercices, on amène des évolutions d'exercices, mais on ne fait pas fondamentalement évoluer la discipline. Ou alors, on pense que faire des sautillements de marsupilami en faisant Jodan Mawashi, Gyakutsuki, les yeux fermés, la tête tournée pour marquer 2 points, c'est une modernisation. Très bien. Je pense que le fait d'amener un changement n'est pas forcément une évolution positive en soi. Mais le Kion, c'est un bel exemple de la façon dont le karaté se verrouille, y compris dans des écoles qui envisagent les choses de manière plus plus fluide. Moi, je le vois avec quelques-uns de mes élèves de niveau intermédiaire. Par exemple, quand je fais travailler le Kion au dojo, aujourd'hui, je suis systématiquement sur si ce n'est du multidirectionnel, du changement d'axe. Ouais. Donc, je vais mettre une technique avec une esquive, créer une ouverture et faire un enchaînement pied-point. Bon. Eh bien, j'ai des élèves pour qui ce n'est pas du Kiron. Pourtant, on est bien dans l'idée. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'ils n'avancent pas tout droit. Oui, je sais pourquoi. Et là, moi, je me remets en question en tant qu'enseignant en me demandant, mais qu'est-ce que je ne parviens pas à transmettre pour que les gens ne comprennent pas. Et c'est toujours comme ça quand on a affaire à un fou ou à quelqu'un qui a subi de la propagande, c'est à peu près pareil. Parce que son cerveau est tellement pas adapté à un raisonnement logique qu'on finit par se dire que c'est nous qui n'avons pas un raisonnement logique. Et c'est très déstabilisant, là où justement l'objectif de l'art martial, c'est de développer les capacités d'adaptation. Et ma foi, au final, si dans un examen, on te demande, au lieu de faire ça en esquivant, de le faire en restant sur place, théoriquement, tu es censé pouvoir le faire. Mais la question de la pertinence du travail sur une ligne frontale se pose, d'autant plus quand tu veux amener les élèves, c'est un beau mot, élève, hein, je m'élève par la connaissance que j'acquiers, comment les amener à s'adapter. Et il y a un autre élément qui est important pour moi, c'est la question de l'intuition, voire de l'instinct. Alors quand j'ai commencé à formaliser, ça paraît paradoxal, mais justement, tu le disais toi-même, il faut poser la structure. Quand j'ai commencé à formaliser Shinkyokai,
Et c'est-à-dire cette idée, au-delà de l'académie, d'avoir ce qu'on appelle un ryu, en fait. Un ryu de karaté, voire une discipline à part entière, au même titre que le Yoseikan. Je me suis heurté, mais déjà dans ma pratique du karaté Shotokan, à des gens qui disaient, tu le vois même écrit dans des institutions officielles et par des personnes haut placées dans les dites institutions officielles, le premier dan, c'est tuer l'instinct. Et moi, je me demande comment, quand on forme des gens à une discipline de combat, on peut soutenir l'idée qu'arriver au niveau de la ceinture noire, c'est tuer l'instinct, et t'enfermer dans des démarches qui sont complètement contre-intuitives. Là, je me fais pas l'avocat du diable par contre, mais on sait tous très bien de quoi il s'agit. C'est des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont enseigné pendant longtemps, qui sont des cadres, soit de la fédération délégataire, soit d'autres fédérations, qui pensent beaucoup, mais qui sont plus entraînés ou qui ont plus pris une droite depuis les années 40. Parce que c'est ça le malheur du karaté. Hein. Moi, je te le dis comme je le pense. Le malheur du karaté, c'est pas faire de vrais combats. Hein. Ah ben, nous sommes d'accord. C'est le vrai malheur du karaté, c'est ça. Parce que le karaté aurait pu évoluer techniquement encore dans les années 80, 90, 2000. Au lieu de ça, il est tombé dans une forme de parodie de karaté. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, le problème, c'est parce que il n'y a pas de formation. Donc, les gens n'ont même pas la connaissance, l'idée même qu'ils peuvent faire évoluer la discipline. Donc, déjà, pour ceux qui n'ont pas l'idée d'eux-mêmes, c'est mort. Et puis, même ceux qui ont l'idée d'eux-mêmes, c'est le clou qui dépasse, qui se fait taper dessus par les cadres fédéraux. Et les cadres fédéraux, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent ce qu'eux-mêmes ont appris, donc avec 50 ans de retard, puisqu'ils ont appris il y a 50 ans. Alors, c'est juste, et ça reste, quoi qu'il en soit, inquiétant, surtout quand tu essaies d'amener, au départ modestement, l'idée que certaines choses pourraient évoluer. Ouais. Bon, et déjà là, en fait, quand par exemple tu expliques que Kibadachi, c'est une position inutilement contraignante pour les articulations et qu'on peut travailler les mêmes choses, par exemple, comme on fait dans d'autres styles, avec Shikodachi, en ouvrant les pieds. Là, je ne parle pas de révolution, hein. Je parle vraiment d'essayer de... Ouais, de changer l'angle des pieds de 45 degrés. Quoi. Voilà. Bon, déjà là, en fait, c'est blasphème. C'est ce que je te dis, c'est que la propagande, ça marche. C'est-à-dire que le gars à qui tu as répété pendant 50 ans que c'est comme ça et pas autrement parce que le grand maître idolâtré a décidé que ce serait comme ça, lui, il va même... Bon, déjà, il n'a pas l'idée de contredire celui qui l'idolâtre. Et puis, il va en fait faire le jeu de la propagande. Alors, c'est ça qui est magnifique avec la propagande, c'est que si tu fais ça bien, ceux à qui tu as lavé le cerveau vont devenir eux-mêmes acteurs du lavage de cerveau des autres. En 1984. Non, mais c'est absolument ça. Et moi, là, j'en suis depuis 2-3 ans sur une espèce de phase de transition, c'est-à-dire où je revendique ce que je fais avec ma démarche Shin-Kyokai. Et au sein même de mon dojo Shin-Kyo-Budo, je vois parfois qu'il y a des réticences. Alors, quand il y a du changement, c'est normal qu'il y ait des interrogations. Quand le changement consiste simplement à mettre des mots sur ce que tu as toujours fait, ça m'interroge d'autant plus. Mais je donne 2-3 exemples rapidement. Il y a quelques années, 2 de mes élèves présentaient un grade et en l'occurrence, l'une d'entre elles était sur une ceinture orange. Ouais. Et j'avais fait venir mon sensei Bertrand Weiss pour l'examen de grade et un autre professeur de karaté qui était lui-même très gradé. Ils étaient tous les deux 7e dan à ce moment-là, ou 6e dan, enfin bref, des hauts gradés. Et c'était à l'issue d'un stage avec plusieurs clubs. Bon. Et il se trouve que nous, les combats, on les a toujours travaillés plutôt avec une approche au contact, en allant chercher le corps à corps ou en reprenant la distance, mais pas simplement dans l'idée de si j'envoie la jambe à la tête, c'est pour chatouiller, si j'envoie la jambe à la tête, c'est pour faire la même chose que ce que je ferais si je venais chercher un low kick, par exemple. Ouais. Et l'une des intervenants, enfin l'une des personnes qui a assisté à l'examen de grade, qui était prof de karaté dans un autre dojo, une femme, ceinture noire, 3e dan, en voyant 2 candidates, une pour la ceinture orange, faire leur combat, dit « moi, je ne vais pas au milieu ». Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un qui est professeur de karaté, 3e dan, se dit « je ne vais pas me mettre dans un combat où il y a une ceinture jaune, une ceinture verte ». Et alors que il y avait rien non plus d'exceptionnel. C'est-à-dire que oui, c'était engagé, oui, il y avait des bruits, mais c'était un combat d'entraînement. Tout le monde comprend que les grades ne représentent pas forcément... Nous sommes d'accord. Et bien ça, c'est un vrai problème. Et ça a toujours amené les gens, en voyant mon approche du karaté, à me dire « je fais pas du karaté ». Bon, très bien, dont acte. Je fais Shin-Kyokai.
Mais ça, les arguments se portaient sur des choses qui me paraissaient absurdes. Le fait, par exemple, d'avoir une garde haute, où on me disait « Non, en karaté, la garde, elle est ici. Va travailler avec un boxeur, en anglaise, qui va t'envoyer un jab à la tête, et puis on va voir si ton travail du hara... » Tu sais, les compteurs, tu comptes le nombre de jabs qui passent dans la tête. C'est absurde. Donc, j'espère que les compteurs ont 3 chiffres, parce que 2, ça ne suffira pas. C'est exactement ça, ça ne suffira pas. Le fait d'aller chercher ce travail en esquive, en rondeur, dans le karaté Shotokan, on va avoir encore beaucoup ce travail en otoshi, travail très appuyé, des soto-uke. Oui, parce que en fait, c'est ce que je disais sur la propagande, mais c'est pas que ça, c'est aussi la tradition. La plupart des gens ne savent pas pourquoi ils pratiquent le karaté, en réalité. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que les gens pratiquent un sport proche de chez eux, avec une bonne ambiance, donc ils trouvent un club qui leur convient. Mais pourquoi faire du karaté? Quand on se pose vraiment la question, en réalité, il n'y a pas de raison logique. Il n'y en a qu'une seule, c'est la préservation de la tradition. Mais ça, nous, occidentaux, ça ne nous concerne pas normalement. C'est aux Japonais de préserver leur tradition et à nous de préserver la nôtre. Tout à fait. Bon, tu peux toujours adopter les rites et coutumes d'un autre pays si ça t'amuse, mais pas fait pour ça, quoi. Et en karaté en particulier, parce que c'est une méthode de combat qui est fossilisée du début du XXe siècle, avec des façons de faire qui sont complètement dépassées. Certaines d'ailleurs qui ont été théorisées sans même avoir été testées. On ne parlera pas des blocages, mais on n'en pense pas moins. Parce que moi, j'ai jamais vu un mec bloquer en armant et en faisant ça. Là, tu bloquerais. Tu as pris 1000 jabs en faisant ça. Absolument. Et en fait, même si tu enlèves les armées qui sont soi-disant des éducatifs, etc., les blocages en karaté sont pratiquement inutilisables en combat. Ah, mais absolument. Ça, c'est-à-dire, ça a été parmi les reproches qui m'ont été faits. Alors, autant... Quand je fais travailler la technique, je vais bien chercher tout le travail de décomposition que tu as montré, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à sentir le placement du corps, le mouvement long, mais tout de suite, j'explique à mes élèves, et on le met en pratique, on le voit quand on est en combat, pour le combat, vous oubliez ça. C'est pas parce que moi, je l'ai remarqué quand je donnais des cours de boxe il y a maintenant fort longtemps. Il y a des gens qui n'ont pas tous le même niveau de motricité. Tout à fait. C'est une sorte d'intelligence du corps. Chez certains, c'est inné. C'est comme, je sais pas, tu mets un problème avec une sorte de Rubik's Cube ou un problème, tu vois, comme ça, d'intelligence, on va dire, brute. Tu as des gens, en 2 secondes, ils vont trouver le truc. Tu en as d'autres, en 15 minutes, ils n'auront pas trouvé. Absolument. Et pour le placement du corps et les fonctions motrices, c'est un peu pareil. Moi, j'ai vu des gars, dont un qui habite à Aix, chez qui j'ai créché quand je suis venu te voir, d'ailleurs. Je l'avais surnommé le robot. Parce que lui, tu lui montrais un mouvement, il refaisait le même tout de suite sans aucun défaut. Normalement, quand tu montres un mouvement, une combinaison ou des déplacements... Un temps d'assimilation. Et puis tu as toujours des mouvements parasites dans le mouvement. Lui, il refaisait pareil tout de suite. Mais tu avais à l'inverse des gens qui avaient tous les mouvements parasites possibles dans le mouvement. Et donc, entre les deux, tu vois, tu as une gamme de... Et donc, les gens ne comprennent pas que les mouvements du karaté, pour certains, en particulier les katas, c'est aussi fait pour travailler la motricité du corps. Oui, mais bien sûr. Et donc, du coup, ils se ramènent à faire des bunkai complètement con, comme s'il y avait des agresseurs des 4 côtés, ridicule. Alors que c'est juste la méthode des 4 faces de Joinville où tu vas travailler des 4 côtés pour savoir faire les déplacements. C'est un travail éducatif pour t'orienter dans l'espace. C'est logique de... Bon, moi, je fais de la boxe anglaise un peu spécialement, je travaille les 2 gardes, ce qui en boxe anglaise, normalement, se fait pas. Mais moi, quand j'étais jeune, ça m'avait semblé logique. Tu sais faire les trucs à droite, et faut savoir les faire à gauche, quoi. Mais bien entendu. Mais en karaté, ils n'ont pas cette... Non, et puis tu as des gens qui vont resituer dans le combat, en étant convaincus que c'est efficace pour le combat, des choses qui sont complètement adaptées. Moi, j'ai vu des experts, notamment celui auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est dans une organisation japonaise, comme quoi, en fait, quelle que soit l'organisation, tu as des gens très bien dans les organisations européennes et d'autres dans les organisations japonaises, en fait, peu importe l'étiquette au final, mais qui disaient non, uchi-uke comme ça, c'est faux, il faut vraiment aller chercher à la hanche parce que tu dégaines le sabre. J'ai touché un peu au Iaido, j'ai vu beaucoup d'Iaido, j'ai jamais vu quelqu'un sortir le sabre comme ça, et qui, de fait, allait s'amuser à planter des gens qui présentaient des premiers, des deuxièmes, des troisièmes dan, qui avaient des niveaux excellents, mais parce que le petit doigt n'était pas placé comme il fallait. Bon, c'est absurde. Et c'est vrai que moi, je ne peux plus fonctionner de cette manière à ce point
contre-intuitive et dogmatique. Enfin, moi, le président, là, je vais pouvoir je le dis parce qu'à un moment, président de l'IMAF France, donc responsable français de l'organisation japonaise IMAF, qui un jour en stage me dit « Ah, ton megiri, c'est pas du Shotokan ». C'est-à-dire qu'on va arrêter quelqu'un dans un kyon, où il y a d'ailleurs plusieurs écoles de karaté, pour dire « Attention, ton megiri, c'est pas du Shotokan ». Bon, à quel niveau de bêtise et de dogmatisme on arrive? On arrive au bout du bout. Hein. Voilà. Moi, t'as rien d'autre à dire, en fait. Je compare avec... comme je suis un peu dans les sports de combat et un peu dans les arts martiaux, je compare avec ce que je vois. Comme je l'avais dit la dernière fois, quand on était avec Areski, la plupart des gars, tu leur fais faire 2 rounds contre les gosses là, que j'ai de 15 ans. Hein, oui. Les gosses de 15 ans qui font de la boxe anglaise, ils se font éclater. Ouais. Ils sont ceinture noire 3e dan, 4e dan, 5e dan, ils passent pas le premier round, ils se font mettre KO. Hein. C'est terrible justement de se dire que quand on est dans une discipline une discipline martiale arriver à ce haut niveau de grade, on ne soit jamais sorti de sa zone de confort. C'est-à-dire que le karaté maintenant, surtout en France et en Occident, c'est fait pour ces gens-là. Oui, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont au karaté parce qu'ils n'ont pas envie de faire de la boxe. Ils veulent pas prendre des coups. Oui. Ils veulent pas souffrir pendant l'entraînement. Ouais. La boxe, c'est dur. Hein. Quand tu tapes 2 heures avec la corde à sauter, le shadow, les conneries et tout. Franchement, la boxe, je compare les entraînements que je vois au club de boxe et les entraînements que je fais au club de karaté. Moi, c'est les vacances au soleil à côté de ce que les gars font. Mais bien sûr, ça se voit. La condition physique, pour moi, est un élément fondamental de l'entraînement aux arts martiaux. Pour moi, c'est même l'élément primordial. Si tu mets un mec qui a une condition physique excellente et aucune technique, et un gars qui a beaucoup de technique et pas de condition, je prends le mec qui a de la condition. Bien entendu. Et ça, pour moi, c'est un non négociable. Alors là aussi, combien de fois j'ai entendu, non, mais les pompes, c'est inutile, le cardio, c'est inutile, don't act. Pensez-vous, croyez-vous. Pour moi, dans le cadre de Shinkyokai, dans le cadre des examens de grade qu'on met en place, il y a des épreuves physiques. Parce que l'entraînement physique, pouvoir faire des pompes, courir, ramper, est un élément qui est structurant, en fait, de ta condition et de tes capacités de combattant. Ouais. Mais de la même manière qu'un combattant doit pouvoir, bien entendu, chacun a ses prédispositions, ses facilités et ses spécialités. Mais théoriquement, en étant un combattant, je dois pouvoir travailler en corps à corps, à distance moyenne, à distance longue, aller au sol. Et dans le cadre de Shinkyokai, c'est un peu la démarche qu'on a mise en place. C'est-à-dire que on a conservé ou on a récupéré des arts martiaux chinois sur lesquels j'ai pu voyager un petit peu, la rondeur, la fluidité, l'idée de pouvoir parer et contre-attaquer en même temps. Faire 2 mouvements en un comme en Wing Chun. Parce que là, en karaté, on va te dire non, jusqu'au premier dan, c'est... Il n'y a que en Kobudo où ils font ça. Oui. En Kobudo, avec les tonfa, ils font en même temps les blocages et les contres en même temps. Absolument. D'ailleurs, avec les sai aussi. Ouais. C'est intéressant de se demander pourquoi on le fait là et pourquoi soudainement ça disparaît à main nue. Alors, je comprends l'intérêt pédagogique de... je développe mon geste de défense, puis je me concentre sur mon geste d'attaque. Ok. Très bien. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, en fait, les gars, ils séparent tellement les techniques à force de faire des éducatifs qu'ils finissent par plus réaliser qu'en combat, ça marche pas comme ça. Exactement. Et ça, c'est pour moi, ce sont pour moi des éléments toxiques et qu'il faut laisser de côté. Et il faut arrêter d'enquiquiner les gens au dojo avec non, mais attention, sur une épreuve de premier dan, on va venir t'embêter si au moment où tu fais ton Gyakuzuki en contre, tu as gardé le bras de l'attaquant, déjà, partant du principe qu'il est laissé, le contrôle sur le bras et que tu l'as pas ramené à la hanche. Il faut arrêter d'enquiquiner les gens là-dessus, à leur mettre un cadenas par-ci, un cadenas par-là, pour qu'ils puissent rentrer dans une forme rigide. C'est une question de légitimité pour le prof. Parce que, quelle est la légitimité du prof de karaté de nos jours ? On va parler du prof moyen, c'est-à-dire du mec qui est pas nul, mais qui est pas excellent non plus. Oui. Il a aucune légitimité de combattant. Au pire, allez, s'il est bon, il a été une année champion national. Okay, donc en kata ou en combat. Ça, c'est s'il est bon. S'il n'est pas très bon, il est allé jusqu'au niveau régional quand il était compétiteur, donc il a une légitimité pratiquement inexistante dans ce qui concerne le combat pur. Et puis, la tradition. Quelle est sa légitimité au niveau de la tradition ? Alors, s'il est 4e, 5e, 6e dan, ça commence à faire.
mais il n'a pas vraiment de légitimité au niveau de la tradition du karaté en général. Il a une légitimité au niveau de son style et parfois même du courant de son style. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est une légitimité qui petit à petit s'amoindrit jusqu'à toucher zéro. Donc le gars, il est obligé de dire à son élève « Ah non, mais il faut que ce soit comme ça, parce que sinon, il ne sert à rien. » Alors il y a une autre façon de voir les choses qui est inspirée du zen, je dirais, c'est tuer l'ego quand il est inutile. Dans le sens où en tant qu'enseignant, nous avons quelque chose à transmettre et que la légitimité de l'enseignant passe, de mon point de vue, par la pertinence de ce qu'il va amener et la façon dont il va faire fleurir son élève. Moi, je vois au dojo, je n'ai... comment dirais-je, quand je rentre au dojo, je ne me dis pas, même si peut-être que j'y suis confronté sans le savoir, si je ne vais pas leur trouver 10 fautes dans les 5 minutes qui viennent, je ne suis pas légitime. Mais je sais que tout le monde n'envisage pas les choses sous cet angle-là. Et l'art d'enseigner passe par... et la légitimité, de fait, qu'elle pose passe par d'autres éléments. Et dans la progression de l'élève, quand je vois que des élèves arrivent tout rigides et au bout de 3-4 ans ont énormément gagné en fluidité, parfois même plus tôt, mais évidemment, on joue aussi sur d'autres éléments. On a des élèves qui sont extrêmement anxieux ou qui sont très éduqués, très instruits, et donc aller vers une démarche intuitive et pour le coup, quelque chose qui demande paradoxalement beaucoup d'efforts. Donc, arriver à assouplir le corps, c'est compliqué parce que d'abord, il faut assouplir l'esprit. Et je pense que si on se posait moins de questions comme ça en étant enseignant, on serait beaucoup plus de bien et on serait moins toxique pour nos élèves, et nos élèves sentiraient les choses aussi de manière plus fluide. Et j'admets là aussi que dans mon approche, aussi bien sur le dojo Shinkyo-Budo que quand on est sur les stages interdisciplinaires à Shinkyokai et dans la démarche que j'ai mise en place, j'ai ce côté un peu taoïste, c'est-à-dire l'idée d'un fonctionnement où des choses apparemment contradictoires, en fait, vont ensemble, vont de pair et se nourrissent l'une l'autre, et que dans cette espèce de cercle vertueux, de dynamique d'absorption, restitution, au final, tout le monde s'élève d'une manière ou d'une autre. Ouais, il y a deux choses qui sont à prendre en compte, je pense. On a parlé de la progression des élèves et de la formation des enseignants. Moi, je pense que les deux vont de pair. C'est-à-dire que l'enseignant, il est formé pour le moment en 2 jours. On ne va pas revenir sur les formations fédérales. Mais s'il veut se faire une vraie formation continue, en général, si c'est un vrai passionné, en général, c'est le cas dans les débuts de carrière plutôt. Oui. La passion, après, s'estompe. Mais si c'est un vrai passionné, il va se renseigner. Il va se renseigner sur les nouvelles méthodes de musculation, sur les nouvelles méthodes de renforcement physique, de nouvelles méthodes cardiovasculaires, les nouvelles techniques aussi, que ce soit en karaté ou en arts martiaux en général. Il va se renseigner beaucoup et il va modifier des choses. Et pour ses élèves, ce sera peut-être dur au début de se dire, en fait, la méthode évolue. C'est pas juste un truc qui est tout le temps pareil, il faut aussi suivre avec le gars. Je dis ça parce qu'il y avait un prof que je connaissais de ma région, là, Robert Boucher, qui était le pionnier du karaté dans les Alpes-Maritimes. Il avait ouvert son dojo en 57, fin 56, début 57. Et lui, il m'avait dit, j'avais suivi Maître Nambou, mais il évoluait tellement vite, à chaque fois qu'on le voyait, c'était un nouveau truc, que c'était dur à suivre, quoi. Et du coup, il avait fini par lâcher et par faire le karaté normal, plus kickboxing et judo. Et ça, c'est intéressant parce que si ça évolue trop, on perd les gens. Absolument. Si ça évolue pas, on perd les gens aussi au final, parce qu'au bout d'un moment, le mec qui progresse pas, s'il est un peu conscient de son niveau, il va se dire mais attends, ça fait 3 ans que je suis là, progresse pas quoi. Absolument. Et il faut être un peu entre les deux, et c'est là qu'intervient la formation des profs. C'est-à-dire que quand on forme les profs bien, on les forme à enseigner mieux, et donc à se former mieux. Et se former, ça s'apprend. C'est pas un truc inné. Moi, je vois que à la fac, par exemple, tous les deux historiens, tu as dû le voir aussi, tu as des gens qui ont ce réflexe de il faut lire les bouquins, il faut lire les articles les plus récents, il faut se mettre à jour au niveau historiographique. T'as les gens qui attendent que ça se passe. Hein. Oui, c'est vrai. Et à l'inverse, il y a ceux qui sont dans les systèmes. Oui. C'est-à-dire qu'il faut absolument rentrer dans une école. Et tout à l'heure,
je te disais que j'avais cette démarche un peu taoïste, zen aussi. De toute façon, le zen est complètement imprégné du taoïsme. Et dans ma démarche de chercheur, j'ai un petit peu ça aussi en histoire. C'est-à-dire que j'ai un fonctionnement plutôt empirique. Ouais. D'abord, avant de regarder ce que bidule ou machin a écrit, je suis dans la situation, comment la situation se présente. Et ce qui ne m'empêche pas, et on en revient à ta notion d'équilibre, de me nourrir, en fait, de ce qu'un tel ou un tel a pu apercevoir, constater, comment il a analysé. Mais dès lors que tu es trop dans l'un, c'est-à-dire je constate simplement et puis je me débrouille, ou trop dans l'autre, je dois absolument entrer dans une case, tu aboutis à quelque chose qui peut être nocif, voire toxique. Ouais. Et c'est en ça que cette question de l'équilibre dans la démarche d'un enseignant est importante. C'est aussi pour ça que on t'a sollicité pour la formation, notre formation d'instructeur, puisque notre objectif, c'est d'arriver à proposer quelque chose qui permette aux enseignants d'avoir de la matière, puis de pouvoir aussi confronter leurs expériences, se nourrir les uns les autres. Et sur le plan purement technique, de se saisir de ce qui fonctionne. Parce qu'au final, la finalité dans le combat, c'est ça. Alors, il y a un truc sur lequel quand même je veux revenir, c'est que les arts martiaux, c'est pas que le combat. Non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'efficacité ou de méthodes pour être efficace depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un aspect important d'élévation de l'individu. Ah, je suis absolument d'accord avec toi. Et dans ce cadre-là, la propagande, moi je le vois, a des effets même sur la vie de tous les jours des gens. Ils sont plus faits pour réfléchir au bout d'un moment. Parce qu'ils sont tellement habitués à ne plus penser qu'ils finissent par ne plus penser dans leur vie de tous les jours. Alors que les arts martiaux, ça devrait nous apporter l'inverse. L'adaptabilité, le fait d'être, comment dire... mieux équilibré dans nos relations avec les autres, et puis surtout avec soi-même. D'avoir un regard juste sur les choses je suis d'accord. Instantanément. De ne pas se laisser berner par les situations qui pourraient nous berner d'une manière ou d'une autre. Le fait d'avoir instantanément, ou au moins rapidement, cette vision pragmatique et totale des choses. C'est ce que disait un petit peu Musashi. Il ne faut pas il faut pas regarder, il faut voir. C'est-à-dire il faut à la fois avoir une vision d'ensemble et à la fois pouvoir décider avec discernement. C'est-à-dire, ça c'est un truc qui, je pense, manque beaucoup dans les arts martiaux traditionnels, c'est le discernement. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup de gens, on va faire des généralités, mais c'est beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour les sports de combat durs. Ils feraient de la lutte gréco-romaine, ils feraient un cours et ce serait terminé. Je ne te parle même pas d'autres trucs encore plus durs. Le béour, c'est une catastrophe. Hein. Je ne sais pas si tu vois les arts martiaux historiques européens. Avec les armures j'ai pas mal de copains qui en font. Et donc, ils ne sont pas faits pour ces trucs-là. Donc, ils se mettent dans une pratique qui leur vend quelque chose de plus dur, mais qui en réalité est beaucoup plus confortable. Moi, j'ai vu des pratiquants d'aïkido qui n'avaient jamais pris une droite de leur vie m'expliquer que l'aïkido, c'est pour la guerre et que le karaté, c'est pour les tarlouses. Donc, tu vois que... parce qu'en fait, eux, ils sont vraiment dans cette philosophie-là jusqu'au bout. C'est-à-dire que eux, quand ils font ça, c'est vraiment le geste du sabre. Ils ont une philosophie tellement... sauf que ça fonctionne éventuellement avec un sabre, mais pas avec la main. Je pense que l'élément important dans ce que tu livres, c'est philosophie. C'est-à-dire que beaucoup malheureusement, de dojos dits traditionnels sont en fait des écoles dogmatiques quand elles ne sont pas des sectes. Je ne parle même pas des pratiques pseudo-ésotériques avec les frappes à distance et j'en passe des meilleurs. Alors qu'elles devraient être, c'est en tout cas comme ça que moi j'ai toujours conçu les choses sur Shinkyo-Budo, c'est-à-dire une école de philosophie. Et au sens noble du terme, et au sens étymologique du terme, et au sens où l'histoire de la philosophie nous l'enseigne. Tu as évoqué le discernement, on pourrait traiter de la question de se sentir bien avec soi-même. C'est-à-dire qu'initialement, la philosophie est, disons... Alors si je prends la philosophie classique européenne, avec laquelle on peut d'ailleurs créer des ponts, en Extrême-Orient. Jusqu'à la christianisation, la philosophie s'intéresse au salut de l'âme. Après, c'est devenu la chose des religions, et notamment des religions monothéistes. Mais si on lit les stoïciens, par exemple, il n'est pas simplement question d'avoir des spéculations sur des sujets abstraits. Épictète était très terre-à-terre comme mec. On retrouve la même chose
de façon différente, voire contradictoire en Chine avec Confucius et Lao Tzu. Et Lao Tzu, Et d'ailleurs, moi, je suis tiraillé entre les deux, mais je suis attaché au rite. Et en même temps, j'ai un côté iconoclaste et j'aime ne pas forcer les choses. Bon, je laisse ma schizophrénie. Mais comme tous les gens qui ont lu la philosophie chinoise, pareil. Voilà. Et en fait, la pratique d'un art martial devrait effectivement nous apprendre à être des personnes vertueuses, rondes. Alors, ça ne veut pas dire laisser tout passer, mais ne pas. Oui, avec une certaine philosophie de vie, ouais. Exactement. Mais parce qu'à l'origine, les arts martiaux font partie de la formation aux arts et aux lettres. Les arts martiaux, je vois souvent des gens me dire, surtout des gens de l'ancienne génération, il ne faut pas se le cacher, des gens me dire, tu sais, les arts martiaux, c'est pour la guerre. Non, c'est pas que pour la guerre. Ça fait partie de l'éducation des jeunes nobles, voire même des jeunes tout court dans certaines parties du monde. Je vois qu'ici, on formait surtout les fils de nobles à la chevalerie, aux armes, aux lettres, etc. Mais en Orient et en Extrême-Orient, c'était pareil. Les arts martiaux font partie de ce système d'enseignement, à la fois des arts, de la philosophie, mais des lettres. Donc ça permet de former des gens utiles. C'est ça. Ça permet de former des gens utiles à la société, bien dans leur peau, qui ont la tête sur les épaules, qui voient les choses de manière concrète et qui ne sont pas des philosophes à rien branler toute la journée et à fumer le calumet de la paix. Donc oui, ça permet de former des gens utiles, quoi. Absolument. En fait, ça renvoie à des pratiques, certes, aristocratiques, mais dans les écoles classiques, le guerrier, c'est ça. Alors au Japon, c'est Bunbo Ryodo. Si on s'en tient à Musashi, ce qui fait le propre du guerrier, c'est pas le courage au combat, c'est le fait qu'il cultive avec le même intérêt les arts du combat et des lettres. Bon, après, il a écrit ça sur la fin, parce que je pense qu'au début... Je suis d'accord. C'est toujours bien, effectivement, de le rappeler, mais en tout cas... Ça dit quand même quelque chose qui est intéressant dans l'idée de la préoccupation, la préoccupation littéraire, la préoccupation philosophique. Et en Occident, on retrouve également la même chose. Alors, j'ai ici une citation du colonel de Gaulle en 1934, alors jeune officier. La véritable école du commandement est donc la culture générale. Par elle, la pensée est mise à même de s'exercer avec ordre, de discerner, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de discerner dans les choses l'essentiel de l'accessoire, d'apercevoir les prolongements et les interférences, bref, de s'élever à ce degré où les ensembles apparaissent sans préjudice des nuances. Et il conclut, pas un illustre capitaine qui n'eut le goût et le sentiment du patrimoine de l'esprit humain. Au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Alors, on pourra toujours trouver qu'il y a de l'envolée lyrique, que c'est une manière... Moi, je trouve qu'il est un peu pompé sur Clausewitz, mais c'est pas grave. Je pense que tu m'avais déjà dit. Mais il y a effectivement cette idée d'instruire au-delà du combat. Et quelque part, je pense que dans l'inconscient collectif, en dehors des arts martiaux, c'est quelque chose qui est ancré. C'est-à-dire que tu n'attends pas de quelqu'un qui va dans un dojo qu'il se comporta comme un goujat, qu'il insulta les gens à tout bout de champ. Mais c'est une philosophie qui même existe dans les sports de combat. Je suis d'accord, mais je ne fais pas la distinction pour le coup. Ouais, la boxe anglaise, la lutte, tu es déjà rentré dans une salle de lutte, tu casses pas les couilles au prof, hein, tu rentres, bonjour monsieur, il n'y a pas de... Parce qu'il te fait... Bon, enfin, je sais pas si tu as déjà pris le sol à 50 km/h, mais ça fait un peu mal. J'ai fait quelques grosses chutes. Voilà, bon, avec les arrachés de lutte, le décollage est pas mal, l'atterrissage parfois est catastrophique. Donc, dans les sports de combat, ils ont toujours cette philosophie. Moi, j'ai pratiqué dans des clubs de boxe anglaise. Et j'ai vu aussi, j'ai fait un peu le tour du pays, j'ai vu un peu les clubs de boxe thaï, etc. Dans les dojos, en général, c'est l'ordre qui règne quand même, hein, dans les salles de sport. Mais parce que c'est issu, disons rapidement, de l'armée. En tout cas, ce sont des arts de tradition guerrière, de combat, et que dans le cadre de l'armée, la discipline, c'est un facteur de survie, déjà. Oui, il y a eu un peu de ça. Dans le judo, c'était comme ça au début. Judo Jiu-Jitsu, il y a eu un gros diffuseur, c'était l'armée. Pour la boxe thaï, c'est pas le cas, parce que pour la boxe thaï en Occident, l'armée a très peu joué. Oui. Par contre, c'est des gars qui ont fait la guerre sur le ring. C'est-à-dire que c'est des gars, en boxe thaï, ils ont fait 300 ou 400 combats, c'est normal pour eux. Oui, et puis il y a tous ces rituels avant le combat, et il n'y a pas en fait de césure entre la philosophie d'un côté et le combat de l'autre. Oui, parce qu'ils sont pragmatiques. Nous sommes d'accord. Ils sont pragmatiques. Nous en revenons toujours à la même chose.
Et pour moi, c'est tout sauf pragmatique de se dire, je caricature un peu, quoique, le karaté, c'est le pied-point, le judo, c'est l'appréhension, l'aïkido, c'est les luxations. Bon. Non, en fait, quand tu es un combattant, bien évidemment, tu n'es pas forcément spécialiste de tout, mais il faut pouvoir avoir dans ton bagage un certain nombre de choses. Et sur le plan intellectuel, c'est aussi intéressant parce que ça te permet de pouvoir considérer les problématiques sous divers angles et de pouvoir, par exemple, entretenir une disputation avec une personne avec laquelle tu es en désaccord, sans l'insulter, lui cracher au visage, la traiter de fasciste. Pardon, je dérive. Oui, effectivement. Bon, après, c'est le problème du monde contemporain, pas que des arts martiaux, c'est-à-dire la tolérance sur les... Moi, par exemple, j'ai parlé de l'aïkido et de Tarlouse, mais la vérité, c'est qu'en aïkido, comme dans tous les autres arts martiaux et sports de combat, tu as des gens très efficaces. Oui. Tu as même des techniques très efficaces et des styles d'aïkido qui sont plus portés sur l'efficacité que sur l'ésotérisme, etc. Mais le problème, c'est la communication prédominante des gens qui ne sont pas dans l'efficacité, mais qui sont dans l'ésotérisme et qui se montrent sur les réseaux sociaux, sur les articles de journaux, etc. Parce que ça fait vendre. Parce que le jeune qui regarde la télé, il n'a pas envie de voir la 10e fois la même clé d'affilée parce que la clé est efficace. Il a envie de voir le mec qui projette son énergie et qui fait voler l'autre à 5 mètres de distance. Bon. Oui, et évidemment, et là on est clairement dans la dérive sectaire, et évidemment que c'est problématique d'incapacité. Je suis même pas sûr que ce soit sectaire. Je pense que c'est juste pécunier. Parce que ces gens-là, bon, ils font de la propagande évidemment en essayant d'attirer les gens, mais dans la secte, il y a quand même un truc de on va vendre aux gens une philosophie. Là, c'est pas toujours le cas. Là, tu as raison, c'est pas toujours le cas, mais parfois on te vend une espèce de mysticisme. Il suffit même d'aller sur Internet, le nombre de trucs que j'écoute sur le zen ou le taoïsme. Voilà, on va parler de la voie de l'immortalité. Oui, donc déjà, ce sont des dérives taoïstes. Ou sort le futon. Bon, faut vendre des futons, hein. Voilà. Je pense que les deux éléments ne se rejettent pas systématiquement. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est qu'effectivement, dans le dojo, on ne devrait pas laisser rentrer les problèmes de la société. Et on devrait même se servir du dojo pour amener nos élèves à s'ouvrir en fait l'esprit et à envisager qu'on peut gérer une opposition ou une dispute sans tout de suite sortir le sabre. Oui, entre se soumettre et sortir le sabre tout de suite, il y a un équilibre à trouver. Ça ne veut pas dire qu'on ne sortira jamais le sabre. Je ne sais pas si le dojo doit être indépendant des problèmes de la société quand même. J'ai un prof que j'ai interviewé, qui a été prof de philosophie d'ailleurs, mais qui est très... il n'est pas du tout justement dans le mysticisme, dans la philosophie et tout. Il est très terre-à-terre et concret, il dit ce qu'il pense. C'est bizarre comme même, c'est justement peut-être parce qu'il est philosophe. Et il m'a dit, mais tu sais, beaucoup de profs de judo, il est judoka, Bruno Seren, un prof du Var très important. Il m'a dit, tu sais, beaucoup de profs disent oui, on va éduquer vos enfants, on va en faire des gens bien avec le code moral, etc. Mais il dit, et c'est très présomptueux de leur part. En vérité, nous, on va leur apprendre à chuter, à faire des prises de judo. Si déjà ça c'est bien fait, c'est déjà pas mal. Et on n'a pas vocation, en tant que prof d'arts martiaux, de sport de combat, à éduquer les gens. C'est très présomptueux de se mettre à la place des parents et de dire... Oui, alors moi, je parle pas d'éduquer, mais je pense que nous avons un certain nombre de principes qui passent dans notre enseignement. C'est Jaurès qui disait que on n'enseignait pas ce que l'on croyait ou ce que l'on savait ou croyait savoir. On ne pouvait enseigner que ce que l'on est. Oui. Que ce qu'on a été. Est-ce que ça passe ça au dojo ? Comment ? Ça passe pas ça au dojo ? Je ne sais pas. Moi, avec mes élèves, je constate qu'avec certains, ça ne passe pas. Et avec d'autres, oui, parce qu'on enseigne aussi à qui est enseignable. Il ne s'agit pas pour moi de faire des leçons de morale ou de dogmatisme, mais d'avoir une attitude et un enseignement qui ouvre des portes et qui permettent à l'élève, s'il est suffisamment ouvert, qu'il a vidé son vase, de se dire « Ah ben tiens, là il y a une perspective que je n'avais pas envisagée. » Et effectivement... je peux considérer les choses autrement. Et c'est plus exactement la même chose. Ouais. Je sais pas, moi, ça me pose un problème de temporalité. Tu vois, on parle de la formation des profs. Ça me pose un problème de temporalité. Dans l'ancienne méthode, les cours étaient composés de la façon suivante. Il y avait un échauffement. Oui. Il y avait
des techniques que montrait le professeur. Donc le professeur, en fait, n'était pas là pendant l'échauffement. Il descendait dans la salle ou il arrivait dans la salle après que les élèves soient chauds. Oui. Il montrait 2-3 techniques, il les laissait pratiquer, il se barrait ou il laissait son assistant le plus expérimenté. Et à la fin seulement, il revenait pour le mondo. Et c'était là où on parlait philosophie. Il y avait un mondo à la fin de l'entraînement. De nos jours, il n'y a plus le mondo. L'échauffement, il est fait tous ensemble en groupe, souvent avec le prof. C'est d'ailleurs souvent le prof qui dirigeait l'échauffement. Oui. Et en fait, il n'y a plus le temps pendant le cours, le temps physique pendant le cours, de développer ces points philosophiques, moraux, etc. Oui, alors je vois ce que tu veux dire. Alors, tu as raison. On le retrouve dans beaucoup de cas. Alors, il se trouve qu'au dojo, à Shinkyudo, j'ai encore certains élèves qui me reprochent de parler. Parce que justement, je ponctue les cours de ces éléments-là. Ouais. Et je sais aussi que ça me vaut des sarcasmes, des accusations de snobisme, d'intellectualisation de la pratique, alors que je ne cherche pas à intellectualiser. Ça, c'est marrant, intellectualisation de la pratique. Et donc la pratique devrait ne pas être intellectualisée. Oui, mais dans la manière dont on le dit, c'est grosso modo, il fait un cours magistral comme à la fac, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que on apprend autant de la pêche qu'on va mettre ou qu'on va éviter que des 3-4 minutes où on va t'ouvrir une perspective sur autre chose. Sur un élément plus pratique et concret, tu vois, Shinkyokai, on organise chaque année plusieurs stages interdisciplinaires. Alors d'abord, on a des écoles de Kung Fu, on a le Taikibudo qui nous rejoint. J'ai pas pour l'instant d'école coréenne, mais j'espère que ça va venir. On a du karaté, on a l'aïkido, etc., etc. Le simple fait d'être dans un même dojo et de dire aux gens, bah là, voilà, vous allez être sur des ateliers et pendant 45 minutes ou 1 heure, vous allez faire de l'aïkido et pendant l'heure qui va suivre, vous allez faire autre chose. Mais peut-être que ce que tu vas voir là et là sera contradictoire. Mais ça amène l'idée qu'en fonction du contexte, la réponse peut changer. Tu ne l'as pas forcément formalisé de cette manière-là, mais théoriquement, c'est l'un des objectifs. Ouais. Et ça, c'est une démarche qui m'intéresse. Alors, effectivement, elle peut être utopique, idéaliste. Ouais, c'est le problème de la temporalité, c'est-à-dire que c'est pas ni utopique ni idéaliste, c'est même nécessaire. Mais c'est le problème de la temporalité. Imagine un professeur qui parle moi j'en ai vu, j'en vois toujours à Nice, des profs qui parlent pendant les cours. Ouais. Il faut se filmer pour avoir une idée. Tu te filmes une fois, tu comprends. Parce que, en fait, toi, tu te dis, j'ai parlé 1 minute. Ouais, en fait, tu as parlé 4 ou 5 minutes. Ouais, et les mecs, ils refroidissent. Oui, et les nanas aussi. Et après, ils doivent reprendre un exercice. Et tu peux pas faire des temps de repos comme ça. C'est vrai. C'est pour ça que le mondo à la fin, c'est mieux. Alors, c'est vrai. Ou pendant les étirements ou une connerie comme ça, tu vois. Tu as raison. Donc, ça amène la question de l'aménagement. Oui. L'aménagement du chronomètre. Absolument. J'ai bon matériel. Mais ça montre bien que tout est question d'équilibre et de la manière dont tu vas t'adapter à la situation, créer une opportunité, la saisir, et qu'en fait, la situation en soi n'est pas verrouillée. Là où nous avons tendance à beaucoup verrouiller en nous disant, on est dans un dojo, sous-entendu dans une salle de sport, parce que c'est quand même malheureusement, et je n'ai rien contre le sport en soi, mais le sport n'est pas qu'un divertissement. Et donc, on l'entend souvent comme ça, et de fait, on se prive de la possibilité d'amener ces choses-là et d'enseigner de cette manière-là. C'est pour moi le même travers que les gens qui vont me dire toi, tu fais pas du karaté. Très bien, si vous voulez, effectivement, je fais pas du karaté. C'est vrai que j'ai une approche sur les jambes qui est plutôt inspirée des arts martiaux coréens. J'ai une approche plus ronde qui est plutôt chinoise. Mais en soi, est-ce que c'est très grave? Et ma rondeur ou mon approche n'a pas empêché, par exemple, Alfredo Russo, qui est un professeur de karaté de Belgique, 8e dan, qui est responsable du développement international de l'académie de Sensei Furuhata, qui est une école de karaté et de iaido. Donc, a priori, il y a contradiction. Ah ben non, là, tiens, on fait les deux. Ça n'y a pas empêché de me demander de prendre la responsabilité d'une délégation française de cette académie. Et dans le karaté qu'elle propose, c'est du Shotokan. Donc, comme quoi, en fait, il existe aussi... Ça dépend des gens. Voilà. Et c'est ce que je te disais sur la temporalité, c'est-à-dire, imaginons ton cours fait 1h30. Oui. Ok. C'est à peu près le temps qu'ont les profs. Des fois, c'est 1 heure, des fois, c'est 2 heures. On va dire 1h30. Tu divises, disons, en 3.
tu fais 30 minutes échauffement conditions physiques, 30 minutes tu fais technique, combinaison, etc. Et 30 minutes tu fais combat, soit combat dur, soit combat léger avec objectif pédagogique, etc. Ok, donc tu divises en 3. Ça veut dire que tu as déjà 2 moments dans le cours parce que à la fin de l'échauffement, avant de mettre les protections et tout ça, tu as toujours 2-3 minutes de battement où là tu peux parler un peu. Tu leur dis, voilà, là ça va pas, toi il faut que tu travailles ceci, cela. Puis après, tu as fait tes 30 minutes de technique. Bon, là aussi, ils vont soit mettre les protections pour faire, je sais pas, du combat libre ou du combat dur. Bon, là aussi, tu as 2-3 minutes, tu lui dis, toi, aujourd'hui, tu travailles les coups au corps, toi, aujourd'hui, tu fais gaffe au low kick. Bien entendu. Plus que la technique, tu peux leur dire, fais gaffe en combat, il faut toujours être dans le timing, etc. Tout à fait. Donc, c'est faisable un peu pendant le cours, et puis après, pendant les étirements, à la fin, tu as un peu de temps en général, parce que les étirements, c'est le temps calme, en gros. Donc, tu as toujours 2-3 minutes où tu peux placer des trucs. Mais je suis toujours contre, parce que je vois les excès de ça, des pamphlets pendant les cours. Ah oui, non, mais je suis d'accord. C'est une dérive facile, et comme tu dis, on peut se laisser emporter par la passion, l'envie de transmettre, et se laisser déborder. Moi, j'ai la montre tout le temps au poignet. Bon, c'est les nouvelles technologies, hein, et je mets le chrono. Non, mais c'est une bonne méthode. Mais là encore, je pense que même sans forcément tout le temps formaliser, nous avons des éléments qui permettent d'infuser des messages. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Le simple fait de passer par un salut. Je salue mon partenaire. J'ai un salut rituel au départ. Ça, déjà, à partir du moment où on ne le considère pas comme une simple formalité et qu'on comprend qu'il y a une charge émotionnelle, spirituelle, de courtoisie, et qu'il y a un vrai moment d'échange qui passe dans le salut, d'où aussi la nécessité de dire vous regardez votre partenaire dans les yeux, etc., etc. Et bien sûr, il y a une dynamique martiale, mais pas seulement. C'est déjà un élément qui vient apporter une fibre singulière sur cet aspect philosophique, culturel, sur la question des principes. Je préfère le terme de principe à celui de valeur, mais c'est un autre débat. Mais moi, je suis convaincu que c'est ce que j'ai fait sur mon dojo pendant presque 15 ans, pas toujours bien, parce que forcément, quand tu es enseignante, tu es aussi confronté à des échecs, et puis personne n'est parfait, et donc nous sommes amenés à nous remettre en question. Et aujourd'hui, je veux aller plus loin avec cette académie, parce que je me rends compte que dans les dojos, il y a des tas d'autres gens, des tas d'autres enseignants qui sont soucieux de ces dynamiques-là, et qui pensent qu'il est pertinent d'avoir des moments pour travailler ensemble, se regrouper ici ou là, et essayer de faire fructifier cette dynamique. Pas avoir simplement l'objectif oui, c'est l'entente et la prospérité mutuelle. C'est l'un des principes du judo. Ouais. Absolument. Bon, on l'écrit partout, mais on la voit pas beaucoup pratiquer, cette prospérité mutuelle. Malheureusement, mais il faut encore... je pense que c'est une question de volonté. Déjà, c'est un peu pour ça que tu as créé Shinkyokai aussi, parce que tu as vu que tu pouvais pas faire ça dans les fédérations traditionnelles. Clairement, et alors, pour le coup... pas une fédération en particulier. Alors, la fédération délégataire, évidemment, parce que c'est une grosse machine. Il suffit de lire la presse pour savoir que c'est pas possible. Voilà, bon. Donc, et pourtant, j'ai ouvert la porte. J'ai fait savoir que nous étions tout à fait disposés, pour travailler avec une grosse organisation, apporter notre pierre à l'édifice. Bon, j'ai pas eu de... Non, parce qu'ils travaillent que pour eux-mêmes. Voilà. Bon. Mais dans le cadre d'autres organisations, ça n'a pas forcément été le cas non plus. Moi, j'ai été à l'IMAF notre école a été à l'IMAF pendant un peu plus d'une décennie. Et la politique du président en France nous a amené à nous dire que c'était pas là, alors qu'a priori, cette dimension culturelle devrait y être travaillée, c'était pas là que nous pourrions le faire. Et donc, j'ai créé Shinkyokai en me disant, je vais être sur une échelle beaucoup plus modeste, beaucoup plus petite, mais sur laquelle vont pouvoir en fait s'agréger d'autres instructeurs qui ont ce souci-là. Et ce qui fait que on a été contacté par le Taiki-Budo de Denis Gauchard il y a quelque temps qui nous rejoint.
Alors, on avait déjà Pierre-Yves Campagnac qui était dans la maison et qui a finalisé les choses. On a Yannick Lapère qui ouvre son club de kung-fu à Pau ou à Jurançon cette année, qui a priori va nous rejoindre. On est contacté, on a eu des échanges avec Grégory Lehmann, qui est issu du CASEA, qui est en région parisienne, qui nous rejoint également. Je pense à Laurent Gonin dans le 04. Donc en fait, on voit qu'on a des gens de cultures martiales différentes qui ont un point commun. Et ça, moi, ça m'intéresse. Et quelque part, Shinkyokai en tant qu'académie, c'est ça. C'est de se dire, ce que tu travailles peut m'apporter. Et ce que je fais peut t'intéresser. Ça ne veut pas dire se disperser et ne plus fonctionner comme un spécialiste, mais c'est simplement s'ouvrir une fenêtre, se dire, tiens, ça c'est intéressant, peut-être dans un contexte très précis, peut-être que je peux le réinvestir, l'assimiler, me le réapproprier et en faire autre chose, mais déjà se retrouver dans une salle ou à l'extérieur pour un stage combat, pour un stage autour de la prévention en cancérologie, pour une thématique très précise. On a fait en janvier dernier, à partir de 4 disciplines, Vo Vietnam, Kung Fu, Shinkyokai et Yoga, le coup de pied. Ouais. Et en Ardèche, on s'est dit simplement, voilà, stage combat. Et on va commencer avec les points, puis on va mettre la préhension, puis on va rajouter les jambes, et puis après on fait la totale. Et tout le monde est ressorti de là, enrichi, parfois avec des bleus, parfois avec des gros bobos. C'est la bonne méthode, c'est comme ça que le métier rentre. Absolument. C'est une bonne vision des choses, c'est pour ça que j'ai accepté ton offre de superviser la formation. Et on verra un peu ce que ça donne là, avec la rentrée, ce que j'ai préparé et ce qu'on va faire. On va pas tarder à conclure parce qu'on a dépassé pas mal le temps. Merci d'avoir présenté Shinkyokai, merci d'avoir présenté ton travail, Shinkyo Budo. Bon allez, on va rendre l'antenne. Donc c'était Gabriel et Jean-Baptiste Shiki Budgéa. 1, 2...